Raymond Soubi, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes président des sociétés de conseil Alixio et Tadeo, qui sont spécialisées en ressources humaines et en questions sociales. On reviendra d'ailleurs avec vous sur le paysage social. Mais tout d'abord, un mot sur ce nouveau droit à la déconnexion en entreprise qui entre en vigueur avec la loi travail. Raymond Soubi, aujourd'hui on ne s'en rend pas compte, mais il y a un vrai problème des salariés qui, à cause de leur smartphone, sont sans arrêt sollicités par leur travail le soir, le week-end, et même on en voit certains l'été sur la plage, là en train de répondre à des mails professionnels. Bien entendu. D'abord, ça pose un problème pour l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et deuxièmement, ça pose un problème juridique, parce qu'il y a quand même une durée du travail, il y a des droits à repos qui existent en droit du travail, et il est certain que si l'entreprise peut continuer à faire travailler ses salariés à travers les SMS ou à travers les mails, il n'y a plus de règles qui puissent s'imposer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui la jurisprudence est saisie de beaucoup de cas, condamne pas mal d'entreprises, et au fond on est dans une situation à la fois d'insécurité pour les salariés qui ne savent pas trop quoi faire, et d'insécurité pour les entreprises. Mais est-ce qu'on n'est pas soi-même, le salarié, est-ce qu'il n'est pas un peu responsable? Est-ce qu'il n'a pas tendance sans arrêt à lire ses mails professionnels, à consulter son site internet de son travail? Au fond, personne ne lui demande et personne ne lui reprocherait de ne pas avoir lu ses mails professionnels à la plage. Vous avez raison, il y a deux phénomènes contradictoires qui s'ajoutent, si j'ose dire. Le premier qui est un phénomène d'addiction, que nous avons tous un peu à nos petits appareils qui nous transmettent mails et SMS, avec un côté un peu frénétique chez certains d'entre nous. Donc, en effet, les salariés sont en partie responsables du sort qui leur s'infligent à eux-mêmes. Ils s'infligent à eux-mêmes. Et en même temps, il est certain que dans les entreprises, il y a un certain nombre de managers qui ont tendance à vous envoyer des SMS ou à des heures parfois indues. Alors, vous avez dit le mot, Raymond Soubi. Vous parlez de certains managers qui ont tendance à envoyer des mails à des heures indues. Est-ce que le problème, est-ce qu'il fallait une loi? Est-ce que le problème, c'est pas qu'il y a des mauvais managers qui harcèlent leurs salariés? Et après tout, c'est plus un problème de mauvaise gestion, de mauvais managers qu'un problème de loi ou à résoudre par les ministères. D'abord, sur la deuxième partie de votre question, oui, c'est un problème de management. Et au fond, ce qu'il faut faire, et ce qu'ont commencé à faire un certain nombre d'entreprises, et je vais dire dans un instant ce que la loi incite à faire, c'est de mieux former les managers à l'utilisation des SMS et des mails à destination de leurs collaborateurs. Il y a quand même des règles à respecter, des usages à pratiquer et surtout des hiérarchies à faire. Vous avez des mails qui sont tout à fait urgents et qui doivent être toucher leur destinataire, je ne dirais pas quelle que soit l'heure, mais presque. Et puis vous avez franchement des mails moins urgents qui peuvent attendre le lendemain matin. Il y a ça, premièrement. Et puis, première partie de votre question, fallait-il une loi? Oui. D'abord, il y a beaucoup d'entreprises qui, sans aucune loi, ont instauré des codes internes. Je ne peux pas toutes les citer, j'en oublierai beaucoup plus que je n'en citerai, mais vous avez Orange, AXA également, les entreprises allemandes. Vous avez AXA, vous avez Volkswagen, vous avez Renault, vous avez Thales, vous avez Total, pour ne parler que de sociétés françaises. C'est-à-dire que les mails ne sont pas redirigés vers les salariés après 18 heures. Vous avez des règles très différentes. Certains, Volkswagen par exemple, disent qu'on ne reroute pas les mails à partir d'une certaine heure, 18 heures ou 18h15. Vous avez des entreprises qui disent on établit une hiérarchie entre les mails. Vous avez d'autres entreprises qui disent les entreprises peuvent envoyer les mails, mais les salariés ont le droit de ne pas y répondre et d'en prendre connaissance le lendemain matin. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas au niveau de l'entreprise qu'il faut résoudre ces problèmes, comme dans les ministères à Paris, avec une loi d'ailleurs plus ou moins inapplicable? Oui, attendez, la loi en question, qui est en l'occurrence la loi El Khomri, c'est l'un des articles de la loi El Khomri dont nous parlons, est la conséquence d'un rapport qui avait été remis il y a un peu plus d'un an par Bruno Mettling, qui a été DRH justement d'Orange, et qui préconisait le droit à déconnexion. Mais qu'est-ce que dit cette loi? Elle ne dit rien. Elle dit qu'il faut un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et tout ce qu'elle prévoit, c'est deux dispositions. La première, c'est que les entreprises de plus de 50 salariés doivent négocier annuellement sur ces sujets pour établir une meilleure régulation, dit-elle, entre la vie professionnelle et la vie... Mais elle ne dit rien. Elle dit que s'il n'y a pas d'accord, c'est le patron qui décide. Elle dit s'il n'y a pas d'accord, c'est le patron
qui décide. Donc, Et dans ce qu'il décide, dans la charte, il doit prévoir, ce que je disais tout à l'heure, des formations ou des conseils au management. En fait, et s'il n'y a pas d'accord, de décision unilatérale de l'employeur, il n'y a pas de sanction. Sauf que, il y a une menace qui pèse sur l'entreprise, qui est la menace des tribunaux, qui peuvent dire vous êtes très gentil, vous, entreprise, mais d'abord, vous dépassez le temps de travail légal. D'autre part, vous ne donnez pas des heures supplémentaires à vos salariés alors que vous... Et même, ce qui est beaucoup plus grave, vous faites du harcèlement jusqu'à leur domicile, du harcèlement moral auprès des salariés. Donc, la jurisprudence peut condamner, elle le fait, les entreprises. Donc, en fait, tout le monde a intérêt à trouver un équilibre et au niveau de l'entreprise. Et c'est ce à quoi doit mener la loi El Khomri, c'est d'amener cet équilibre. Alors, en effet, si elles n'ont pas de charte unilatérale, les entreprises n'ont pas de sanctions automatiques, mais elles ont des risques ensuite jurisprudentiels. Donc, on peut imaginer que la plupart des entreprises soit auront des accords de plus de 50 salariés, soit élaboreront des chartes. Raymond Soubi, on voit comment ces nouveaux outils, Internet, les mails, les SMS, changent notre façon de travailler. Que pensez-vous du télétravail? Est-ce que c'est l'avenir, travailler depuis chez soi? Alors, pas forcément dans les grandes villes, à la campagne. Ou bien est-ce que non, vous pensez que pour qu'une entreprise avance collectivement, rien ne vaut le contact, les collègues qu'on voit à la machine à café? Eh bien, je dirais que c'est selon le type d'activité. Il y a des activités industrielles dans lesquelles il est difficile d'avoir du télétravail. Il y a d'autres activités, y compris industrielles, mais surtout tertiaires, dans lesquelles on peut avoir totalement du télétravail. Et ça se développe. Ce type de télétravail se développe. En plus, ça répond à une aspiration de beaucoup de salariés qui est d'avoir plus d'autonomie dans l'organisation du temps de travail. Ce que permet, en effet, ce système-là, et ce que ne permet pas toujours le travail en entreprise. Donc, je dirais, et c'est très important, nous avons une évolution des formes de travail. Plus de travail indépendant, plus de travail autonome, soit en travail indépendant, soit en travail salarié, plus de télétravail. Donc, tout ça ouvre des horizons nouveaux et il faudra que le législateur ou les accords d'entreprise tiennent compte de ces évolutions et fixent de nouvelles règles de jeu et ne laissent pas aux seuls tribunaux du soin de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Raymond Soubi, vous êtes également un expert des questions syndicales. Le monde syndical, on le sait, est en deuil avec la disparition de François Chérec, qui était l'ancien secrétaire général de la CFDT. Tout le monde le salue aujourd'hui. On oublie, Raymond Soubi, qu'en 2003, il était critiqué de toutes parts, y compris au sein de la CFDT, parce qu'il avait soutenu la loi, la réforme des retraites de François Fillon. Est-ce que vous diriez que c'est le prix à payer quand on se dit réformiste? Forcément, quand on réforme, on se prend des critiques. Oui. D'abord, François Chérec, qui a été un très grand secrétaire général, est dans la tradition de la CFDT depuis le début des années 1980, c'est-à-dire une tradition d'ouverture au monde et de réformisme. Bref, plutôt que de s'opposer et de s'arc-bouter sur les acquis, renégocier, négocier des solutions nouvelles. Nicole Notat, avant lui, l'avait fait. Edmond Maire, avant, l'avait fait. Jean Gaspard l'avait fait. Et après lui, Laurent Berger le fait. Donc, il a été un chaînon. Comme vous le rappelez, ça n'a pas été un chemin facile, puisque lors de la réforme des retraites de 2003, en fait, qu'il avait accepté en échange d'une amélioration du projet de loi, on a introduit les carrières longues avec des dispositions particulières pour les salariés. Il a eu une réaction très violente dans son organisation, et disons, son pouvoir a oscillé quelques années. Ce qui montre d'ailleurs que la politique des réformistes, être réformiste n'est pas simple. Être réformiste, c'est avoir le courage d'accepter ou de proposer des solutions auxquelles tous ses adhérents n'adhèrent pas. Et par conséquent, ça peut entraîner des remous internes. De là, le grand problème, et c'est un des problèmes de l'élection présidentielle, du débat entre le rythme des réformes et leur acceptabilité et leur négociabilité. Merci beaucoup Raymond Soubi, donc président des cabinets de conseil Alixio et Tadeo. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air qui revient sur l'attentat samedi soir à Istanbul, attentat revendiqué par Daesh. Alors que va faire maintenant? Quelle va être la riposte du président Erdogan? Cet attentat pourrait-il marquer un tournant dans la lutte contre l'État islamique? C'est tout de suite, c'est dans l'air, Caroline Roux.